l'Alpha Jet est un avion prêt pour toutes les acrobaties aériennes possibles. 10 appareils composent la flotte de la Patrouille de France. Ils sont utilisés à raison de plusieurs centaines d'heures chaque année, malgré leur ancienneté. Le premier vol d'un Alpha Jet remonte à plus de 50 ans. C'était en 1973. À l'instar des vieilles voitures qui sont particulièrement robustes, et cet avion c'est pareil. Jusqu'à récemment, l'armée de l'air et de l'espace s'en servait encore pour former les pilotes de chasse. Il est depuis peu de temps remplacé par le Pilatus PC-21, un avion à hélice. Il est plus moderne et ses outils de simulation dans le cockpit en font un excellent tremplin pour le Rafale. Mais la carrière de l'Alpha Jet est loin d'être terminée. Il conserve toujours les faveurs de la Patrouille de France, qui voit en lui l'avion idéal pour représenter le pays. C'est le premier avion à réaction sur lequel nous avons volé. Donc, venir à la Patrouille de France, c'est aussi un retour aux sources en termes de machines, revenir sur cet appareil mythique qu'est l'Alpha Jet et qui a fait rêver des générations entières de pilotes. L'Alpha Jet est une icône pour les pilotes évoluant dans la chasse, mais aussi pour toujours l'un des meilleurs appareils jamais conçus de la patrouille bleu-blanc-rouge. Un avion qui doit sa réussite à l'inexorable travail de recherche des ingénieurs aéronautiques français à la pointe de l'innovation depuis près d'un siècle. La PAF a toujours bénéficié des meilleurs engins pour faire étalage de la formation des pilotes de l'armée de l'air et de l'espace. Et cela depuis le début. En 1953, pour sa création, elle bénéficie même d'un appareil hors norme. Un chasseur américain doté d'un mode de propulsion qui bouleverse le secteur aéronautique. Le moteur à réaction était la grande évolution technologique de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands l'avaient utilisé de manière opérationnelle dès 1942. Puis les Anglais et les Américains avaient également eu des projets qui avaient abouti à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde sentait bien dans le milieu aéronautique que c'était la technologie qui allait permettre aux avions d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Mais pour ces représentations, la France doit impérativement voler sur un appareil conçu et construit par ses propres ingénieurs. Elle ne veut plus de l'avion américain. Il faut voler français. Il y a déjà l'idée du symbole de représentant diplomatique de la France, de son savoir-faire industriel, de son savoir-faire aéronautique et de son savoir-faire militaire. Et c'est l'un des plus grands avionneurs de l'histoire qui s'en charge. Marcel Dassault crée ainsi la sensation avec une rupture technologique exceptionnelle pour la France et un appareil sublime. L'Ouragan, en effet, c'est une petite révolution. C'est le premier avion de chasse à réaction fabriqué par les Français et qui équipe l'armée de l'air française. Pour voler à haute vitesse et se rapprocher du mur du son à 1224 km/h, le réacteur a besoin d'ingérer de l'air. Les ingénieurs créent donc une énorme ouverture à la pointe de l'avion. Un trou béant qui est en fait divisé en deux parties distinctes. L'air entrant dans l'avion contourne ainsi la baignoire, le cockpit où se trouve le pilote. Puis il poursuit sa route dans deux conduits séparés. Ce sont des tubes. Ce sont des tubes dans lesquels l'air arrive par devant. Elle est ingérée dans le moteur à réaction qui le comprime, qui l'enflamme et qui l'expulse très rapidement vers l'arrière. L'avion s'approche du supersonique à l'horizontale. Il est aussi très maniable avec des commandes de vol précises. La voilure n'est plus perpendiculaire au fuselage et permet de profiter pleinement de la puissance de l'avion. L'Ouragan était un avion très agréable à piloter, donc il avait des performances qui permettaient de faire des figures aériennes assez fascinantes. Mais au bout de 3 ans, en 1957, une autre production du même avionneur remplace l'Ouragan. Et c'est un vrai missile que le grand public découvre, avec le Mystère 4. Plus grand, avec une envergure de 13 mètres au lieu des 11 mètres de son prédécesseur. Plus lourd de 2 tonnes, avec 6000 kilos sur la balance. Le Mystère 4 impressionne.
C'est un avion qui est relativement important en taille, qui fait du bruit. Et le bruit dans une présentation aérienne, c'est important aussi. Le bruit de l'avion, le bruit du moteur, l'aérodynamique. Pour avoir la chance d'en observer un grandeur nature, il faut se rendre au Conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine. Le CAEA entretient avec passion des trésors de l'aviation. Des Canadair au Mirage 2000, en passant par de l'armement, c'est un paradis pour les passionnés. Et l'un de ces bijoux gardés précieusement, c'est ce fantastique Mystère 4. Cette évolution du Mystère 2 bouleverse les codes pour la patrouille de France avec notamment sa vitesse. Elle est 10% plus élevée que le mur du son, soit une vitesse d'action plus importante par rapport au prédécesseur, l'Ouragan. Le travail des ingénieurs pour y parvenir est particulièrement difficile. Dans les années 50, il n'existe pas de simulateurs informatiques permettant de recréer le comportement d'un aéronef. Quand on essaye de se rapprocher du mur du son et de le franchir, il y a des phénomènes totalement nouveaux qui se passent autour des ailes, autour des fuselages, autour des empennages des avions. Et pour que ce nouvel appareil performe, l'un des changements majeurs, c'est sa flèche. La flèche, c'est l'angle que font les ailes par rapport au fuselage. Et plus on va augmenter cet angle, plus on va retarder les phénomènes qui freinent l'avancement de l'avion quand il se rapproche de la vitesse du son. Pour le Mystère 4, on est obligé d'innover sur la manière dont on va fabriquer la voilure. C'est une flèche encore plus prononcée que les usines Dassault travaillent sur le Mystère 4. Le Mystère 2 avait une aile en flèche à 30 degrés et le Mystère 4 a une flèche un peu plus accentuée à 38 degrés. En parallèle, l'épaisseur des ailes est modifiée. Plus elle est grosse et plus elle fait obstacle à l'écoulement de l'air. Le but est alors de l'affiner à un niveau jamais atteint sur ce type d'appareil. Mais ces deux modifications majeures provoquent un phénomène nouveau. L'avion peut devenir ainsi totalement hors de contrôle. Si un avion veut virer extrêmement serré, il va prendre de l'incidence. Et si le pilote serre, là, je fais ça avec ma main, parce que dans l'avion, c'est ce qu'on ressent, il se met à vibrer. C'est-à-dire que l'écoulement de l'air, au lieu d'être bien lisse, si on imagine des fils de laine sur l'aile qui soient bien droits, il commence à s'agiter dans tous les sens. Et au bout d'un moment, quand l'air n'arrive plus à suivre l'aile parce qu'on lui demande un angle de déflexion trop fort, il va brutalement quitter la surface de l'aile et à ce moment-là, il n'y a plus de portance et l'aile va déclencher. C'est un grand classique dans l'acrobatie. Il y a toujours une aile qui déclenche avant l'autre et fait partir l'avion en vrille.